Christophe, ça va? Ça va. Et Ça va? vous? Ça va bien. Demain, la Fondation Abbé Pierre organise un concert contre le mal logement. Il y Mhm. aura beaucoup d'artistes présents, beaucoup d'artistes de la scène urbaine. Pourquoi la Fondation Abbé Pierre s'est associée à ces artistes-là? Deux raisons principales. Les jeunes sont les premières victimes du mal logement parce qu'ils se confrontent à un marché du logement qui est super cher. Et ils ont souvent des ressources liées au travail, s'ils ont la chance d'avoir un boulot, qui sont faibles par rapport euh, à la possibilité de pouvoir se loger dans de bonnes conditions. Donc il nous faut sensibiliser les jeunes à la question du mal logement. Ensuite, une partie de cette jeunesse se trouve aussi dans les quartiers populaires, à qui on a quelque part un peu menti en disant allez, faites une formation, des études, et puis vous trouverez du boulot, et on se retrouve avec des taux de chômage qui sont catastrophiques. Dans certains quartiers, un peu mis à l'écart, territoires d'exclusion, on pourrait les qualifier comme ça, qui font qu'il nous faut aller au-devant des jeunes pour les associer au combat contre le mal logement. La musique urbaine parle de la vraie vie, elle parle de ce que les gens vivent, elle n'est pas formatée, décalée, hein, comme on le voit beaucoup dans les médias aujourd'hui, entre le décalage entre ce que vivent les gens, dont beaucoup quand même sont en galère, souffrent, et l'image qui est faite de cette société française. Et cette musique urbaine, elle témoigne du vécu quotidien, et elle le fait aussi, et c'est là où on se recoupe, je pense, avec la Fondation Abbé Pierre, dans un esprit combatif, en disant, bon voilà, on dit les choses telles qu'elles sont, mais en même temps, on veut que ça change. Et je crois que c'est pas mal de points de recoupement qui font que dans ce concert contre le mal logement, on pense que la musique urbaine est un vecteur formidable. Ce qui est fort dans la fiche de ce soir, dans le roadster des artistes qui sont là, il y a plein d'artistes de la culture urbaine. Et ça, je trouve Effectivement. ça extrêmement fort. Extrêmement fort. Je suis pas là pour mettre en compétition les enfoirés et tout ça et tout, mais il s'avère que, en tout cas, là, on fait appel à nous aussi. Et ça, je trouve ça fort. Moi, je ne connaissais pas, par exemple, la Fondation l'Abbé Pierre. Et en essayant de créer un concert urbain autour de cette cause-là, ça permet à des gens, tu vois, de quartiers comme nous de savoir qu'il y a une fondation qui peut permettre d'être mieux logé, même quand tu as la possibilité de payer un loyer, tu vois, parce que parfois tu peux payer des loyers dans des appartements pourris. Et vu qu'eux, ils luttent pas pour les sans-abri, ils luttent pour les mal logements. Il faut Pas la bien même faire la chose. différence. Et j'ai trouvé ça noble, honorable, parce que ça rend justice un peu à tous ceux qui sont issus des quartiers difficiles et qui travaillent beaucoup, qui même parfois n'ont même pas le temps de se chercher de meilleurs appartements. Ils cherchent juste à avoir un toit au-dessus de leur tête, d'être mieux logés pour moins être abîmés psychologiquement. Et selon les données dont la Fondation dispose, est-ce qu'il existe un profil type de mal logé ou pas? En fait, aujourd'hui, il y a 3,5 millions de mal logés. C'est vrai qu'il y a en tout cas des profils qui ressortent. Alors, ce n'est pas des profils types parce que tout le monde peut être touché par le mal logement. Mais il y a quand même 3 figures particulièrement frappantes de ceux qui souffrent du mal logement. Ce sont les jeunes, je disais, donc ressources assez faibles, et en même temps, ils sont sur un marché du logement qui est des petits logements qui sont les plus chers. Et donc, il y a vraiment un décalage entre ces ressources et le marché du logement. Donc les jeunes, les familles monoparentales, beaucoup de femmes seules avec enfants, parce qu'un seul salaire, et puis besoin d'un logement un peu plus grand, et pas toujours la possibilité de bosser comme on le veut, parce que il faut garder les enfants. Et donc voilà, donc ce profil-là est depuis une quinzaine d'années vraiment un des profils particulièrement frappés. Quand j'étais petit, j'étais en foyer avec ma mère. Et Emmaüs, l'abbé Pierre, tout ce qui était un petit peu autour de ça, toutes ces actions-là, m'ont un petit peu aidé à un moment dans ma vie, particulièrement ma mère, parce que moi j'étais petit. Et c'est pour ça que ça me touche particulièrement. Et en plus, moi j'ai grandi donc, dans les années 80, et la figure de l'abbé Pierre, j'ai souvent vu des interventions de l'abbé Pierre à la télé. Et je sais pas, c'est une espèce de figure rassurante, et surtout très concrète, et qui a fait des choses concrètes. Donc toi, c'est une situation, c'est une cause Mm. que tu as
vécu directement le mal logement. C'est un peu ça que tu nous dis. Non, moi c'était pas exactement le mal logement, c'était une femme seule avec son enfant, bah si, oui, un petit peu, qui a plus trop de sous et qui sait pas trop où aller et qui se retrouve dans un foyer le temps de retrouver un travail et tout ça et tout. Donc c'est pas tout à fait le... Il y a un peu de ça, mais Parce qu'en fait, il y a plusieurs profils, c'est ça. En fait. C'est Exactement, pas il y a forcément plusieurs c'est choses. pas SDF, C'est ça, mais il y c'est avait ça. des difficultés étant C'est donné ça. que c'était une famille un peu monoparentale. C'est Il y avait ça. que C'est ta mère, c'est ça C'est quoi. ça. C'est- Les femmes seules avec enfants, c'est donc celles qui sont plus victimes de la pauvreté, plus victimes du mal logement, des migrants aussi qui se retrouvent parfois sans solution. Mais la caractéristique de ces 15 dernières années, c'est que finalement, la crise du logement, elle touche quand même une diversité de profils de plus en plus importante. Et ça veut dire qu'elle s'ancre dans la durée, et ça, c'est pas bon signe. Moi, j'ai des potes vraiment qui étaient très très mal logés et qui payaient des loyers assez chers. Et franchement, s'ils avaient eu la connaissance de cette fondation, ils auraient pu avoir une autre enfance. Aujourd'hui, on est au concert qu'organise la Fondation Abbé Pierre contre le mal logement. Jamel, tu peux nous expliquer déjà pourquoi ça te tenait à cœur d'être présent aujourd'hui? Parce que j'ai été mal logé. Parce que ma famille a été très très mal logée, qu'on n'était pas fiers de nous. On était à, je ne veux pas te faire Cosette, mais on était 16 dans un F2, frère, quand on habitait à Barbès. Et cette solidarité, cette chaleur qu'il y avait entre nous a fait qu'on a pu s'entraider et s'en sortir. Mais il n'y a rien de pire au monde que de ne pas avoir de logement. On a l'impression qu'on n'existe pas. Alors je me souviens de ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Et aujourd'hui que je suis mieux logé, je n'arrive pas à oublier. Et passer par des personnes comme Jamel qui nous disait il y a 2 minutes qui a vécu ce mal logement. C'est important d'avoir des gens qui ont vécu cette situation Ouais, pour je que pense le que message soit plus en... je pense que tu n'es pas obligé d'avoir vécu cette situation pour considérer Exactement. que c'est Pour être inacceptable. Tu sensibilisé. n'es pas obligé d'être handicapé pour te dire il faut qu'on favorise l'accessibilité des équipements aux handicapés. Par contre, on s'est retrouvé, je dirais pas de nom, mais avec plusieurs personnes, au final, où quand on a appris à se connaître, il y avait eu des galères quand même. Il y avait eu des gens qui avaient eu des galères. Une partie de ceux qui nous soutiennent nous ont témoigné de ça. Mais c'est pas une condition. Le riche, il peut vouloir être solidaire aussi. Il peut dire moi ça me fait pas marrer de voir des mecs qui crèvent à la rue. Il peut avoir ce discours-là. Et d'ailleurs c'est un discours qu'on appelle de nos voeux. Mais le problème du mal logement, est-ce qu'il se situe dans les grandes villes ou sur toute la France? Parce que selon les données, il me semble que c'est assez concentré. Alors oui, effectivement, parce que les grandes villes aussi concentrent une large part de la population, hein, vous avez 12-13 millions de personnes en Île-de-France, quoi, hein, sur les 65 millions en France, évidemment, c'est là que les problèmes sont les plus criants. Forcément, j'ai des potes, tu vois, sur Paris qui payent des loyers de fou et qui sont mal logés, tu vois. Et nous, par exemple, en province, tu vois, les loyers sont beaucoup moins chers et on a des plus beaux appartes. Paris, l'Île-de-France, où on construit insuffisamment de logements, donc il y a un phénomène de concurrence qui s'opère, on a beaucoup de monde pour peu de logements. Mais il ne faudrait quand même pas penser qu'il n'y a pas de problème ailleurs. Mais malgré l'engagement des acteurs sociaux, malgré les aides mises en place, malgré les mesures publiques mises en place, comment t'expliques que la crise du logement, enfin plutôt du mal logement, ne soit toujours pas résorbée? Ouais, c'est une question compliquée. En réalité, il y a plusieurs facteurs. C'est-à-dire que si on prend l'histoire de ces 50 dernières, 60 dernières années, depuis l'appel de l'abbé Pierre en 54 par exemple, au fond, la situation s'est globalement améliorée pour l'ensemble de la population. On a des logements de meilleure qualité, on a une surface moyenne par habitant plus importante, donc des meilleures conditions, mais c'est vrai qu'il reste un noyau dur de mal logés. Ces 3,5 millions de personnes dont on vient de parler. Ça veut dire que, en réalité, nos dispositifs, nos aides sociales ont permis à beaucoup de s'en sortir, mais il en reste encore trop qui sont sur le bord de la route. Et c'est là où, finalement, de notre point de vue à la Fondation Abbé Pierre, l'action des pouvoirs publics devrait se concentrer. Parce qu'on ne peut pas penser qu'un pays qui est la 6e puissance du monde, qui a des prix Nobel de la paix, des prix Nobel de littérature, qui a une technologie dont rêveraient beaucoup d'autres pays, puisse laisser des gens crever à la rue, puisse laisser des gens se réfugier dans des bidonvilles qu'on pensait avoir disparu, qui sont réapparus. Tu penses que selon le gouvernement, c'est un peu un problème qui doit être mis en second plan? C'est un peu sous-estimé le problème du mal logement? Oui, sous-estimé. Je vais vous dire une chose que je ne dis pas souvent, mais j'entends des gens qui me disent
3,5 millions, finalement, c'est pas beaucoup. Parce que c'est 5% de la population. Et je pense qu'on crève de ça. Globalement, pour le mal logement, mais aussi pour d'autres choses. C'est-à-dire que, en regardant que les données macroéconomiques, en regardant que les indicateurs, par exemple sur les 60 ans d'évolution dont je viens de parler, on se dit, oh, finalement, on n'est pas si mal loti, ou en comparant d'autres pays en se disant, il y a pire On ailleurs. relativise, ouais. Ouais, c'est ça, on relativise. Sauf que derrière ces 3,5 millions de personnes, à chaque fois, il y a une personne avec une vie, avec des gens qui souffrent, avec des gens qui ont eu des galères, avec des gens à qui il faut tendre la main. Dimitri, ça va? Ça va bien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Alors, comment je suis arrivé J'étais à Clignancourt dans un foyer qui fait partie du 115. Bah, non, pas qui fait partie du 115, bah, un foyer pour les jeunes, quoi. Et en fait, il y a un éduc SP qui, vu que j'ai fait pas mal de logements, de familles d'accueil, de foyers, tout ça, j'en ai fait plein. Donc il m'a dit, t'as ça comme solution, parce que bah, il n'y a plus trop de solutions, quoi. J'ai fait je les ai tous faits pratiquement. Donc j'étais arrivé au quota, quoi. Donc voilà comment je suis arrivé à la pension de famille. Il m'a présenté, il connaissait déjà Sabine par rapport à son école, et donc il m'a présenté. J'ai posé ma candidature avec lui, bah, il m'a aidé, quoi, pour rentrer ici. J'ai rencontré Sabine pour un entretien et elle m'a accepté. Donc voilà, nickel. Oui. Le logement, c'est voilà, c'est rassurant parce qu'il n'y a pas de durée, quoi. J'étais abandonné, donc donc de 0 à 3 ans, j'étais à l'orphelinat. Et après, oui, j'ai été en famille d'accueil, j'ai été balancé de famille d'accueil à famille d'accueil. Et après, de foyer en foyer, voilà, ouais, donc je pense que c'est ça, parce que c'est la logique de l'humain, l'évolution, peu importe d'où il est placé. Donc pour moi, oui, c'est la logique, la continuation de foyer en foyer, quoi. Tu me racontais que tu étais parti chez une famille d'accueil à Rennes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé réellement? Parce que ça, apparemment, c'est un passage de ta vie qui t'a fortement marqué. Bah oui, parce que en fait, pendant 16 ans, je suis resté dans la même famille d'accueil. Bon, hormis qu'elle partait en vacances et tout. Donc elle me changeait de famille d'accueil quand elle est partie en vacances. Et c'était pour l'argent, en gros, grosso modo, comme il y en a plein. C'est pas la seule. Trafic d'enfants, il y en a plein. C'était difficile. J'étais, on va dire, moi j'appelle ça séquestré parce que c'est une forme de séquestration. Voilà, j'étais dans ma chambre et j'allais à l'école et je rentrais. J'avais pas le droit de sortir, rien. Donc voilà, pendant 16 ans comme ça, donc imaginez la suite, imaginez une vie pendant 16 ans enfermée, voilà. Mais comment se fait-il que tu n'as pas trouvé de solution pour partir de cette famille d'accueil? J'ai pas trouvé de solution. Parce que quand on grandit dans ce système-là, c'est une forme de protection et une autre qu'on comprend pas parce qu'on est petit. Bon, même si j'avais grandi, mais c'était l'habitude, et je pouvais pas partir. J'ai pas trouvé le moyen, quoi. En fait, c'était une routine finalement, et tu as eu C'était peut-être une peur routine. d'en parler aussi. Voilà, peur d'en parler parce que je savais qu'après, la famille d'accueil réagissait mal. Et donc, oui, j'avais peur de dire la vérité réellement cash. Est-ce qu'il y a déjà eu des menaces, que ce soit verbales ou physiques? Physique. J'ai essayé d'envoyer des messages
mon éducateur qui s'occupait de moi depuis ma naissance. Et la famille d'accueil, elle me donnait des coups de pied sous la table, genre parle pas. Et quand je continuais à parler, après quand l'éducateur partait, et ben le père il me prenait comme ça là, il me soulevait et voilà, donc il me secouait, donc c'est des souffrances, c'est des séquelles que j'ai gardées encore aujourd'hui, je pense. Voilà, et on peut pas trop, voilà, c'est pas des trucs qu'on parle fièrement, quoi. Même si c'est à dire parce que c'est pas à refaire par les autres, parce que je sais, il y en a d'autres, hein, ça se sait, hein. Mais c'est pas des trucs qu'on parle réellement cash, quoi. C'est pas des trucs qu'on se vante, quoi. Donc on essaye de s'en sortir plus ou moins seul, d'essayer de trouver des chemins qui peut un peu sauver de là, quoi. Mais moi j'ai pas trop trouvé. Donc, et d'ailleurs, quand tu as quitté la famille d'accueil, où est-ce que tu es parti après? Dans la rue. À 19 ans, le jour de mes 19 ans, je devais re-signer un contrat jeune majeur et j'ai dit non, je pars. C'est une des raisons aussi de la désaffection par rapport aux politiques. C'est-à-dire une partie de la population qui ne se sent pas représentée, qui ne se sent pas écoutée, qui a l'impression qu'on ne parle pas d'eux. Et ça, c'est quand on parle des 3,5 millions de mal logés. Mais il y a quand même autre chose. C'est que, à côté de ces 3,5 millions de mal logés, là, ce sont des personnes à la rue, des personnes dans les bidonvilles, qui vivent au camping à l'année, qui vivent dans des logements pourris, qui vivent dans des logements dangereux. Ces 3,5 millions de mal logés dont on parle. C'est ancré dans ma chair, tu vois. Je suis né à Barbès. J'ai passé les 6 premières années de ma vie dans un bidonville au Maroc. Après, je suis retourné à Barbès et j'ai enfin découvert Trappes. Et quand j'ai eu envie de monter sur scène, j'ai eu la possibilité de me sortir du quartier. On a tous envie de sortir du ghetto. Il n'y a personne au monde qui a envie de rester dans ces endroits. Évidemment, j'ai pas retrouvé la chaleur, la force qu'il y avait dans ces endroits. Tu vois, c'est ça qui me manque parfois, tu vois. Mais je l'ai recréé ailleurs parce que je suis resté en contact. Mais rester en contact, ça veut dire, c'est encore plus frustrant presque. Parce que quand je vois un reportage sur les quartiers, ça me met les larmes aux yeux. Quand je vois une famille souffrir parce qu'elle est noire, arabe ou qu'elle est différente, ça me met les larmes aux yeux. Quand je vois des injustices, ça me travaille vraiment. Et ça me travaille d'autant plus aujourd'hui que je suis dans une situation confortable. Mais à côté, il y a des personnes qui, sans être mal logées, sont en difficulté de logement quand même. Ou en difficulté à cause du logement. Je m'explique. Des gens qui ont un logement qui n'est pas pourri, mais qui dépensent 50% de leur budget pour se loger. Alors, ils ne sont pas mal logés, mais ça veut dire qu'ils ne se soignent pas comme il faut. Ça veut dire qu'ils ne s'alimentent pas comme il faut. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas offrir à leurs enfants des vacances. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se cultiver, aller à un concert, aller à un musée ou je ne sais pas quoi. Et là, à côté du mal logement, il y a aussi tout cela qui souffrent pas mal en silence. La marginalisation sociale, on va dire, d'une certaine manière, c'est ça? Oui, et qui est liée au fait que, faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a 5,5 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Donc, ça se recoupe, la question du logement et de l'emploi. Donc, il y a le mal logement d'un côté, mais il y a aussi les fragilités que provoque le logement de l'autre. Et là aussi, il y a beaucoup de ressentiment chez ces gens-là. Une partie de cette population qui ne se sent pas représentée, qui a l'impression que finalement, ce dont on parle, la consommation, les nouvelles technologies, ce monde qui va très vite, la possibilité d'aller dans plein de pays du monde rapidement avec les avions, etc., on a l'impression qu'ils sont hors jeu. Et ça crée quand même un sentiment de déclassement, d'exclusion, de ne pas être dedans. Et franchement, c'est quelque chose de douloureux. Donc, c'est pas forcément des mal logés, mais c'est quand même des personnes qui ressentent de la souffrance quelque part. J'ai pas connu de mal logement, hardcore et tout, tu vois ce que je veux dire. C'est juste que voilà, tu dors à plusieurs dans une chambre ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais il y a pire, tu vois, il y a pire. Il y a des gens qui dorment dans le métro, tu vois, il y a des gens qui dorment dans la rue. Il y a des gens carrément, ils ont ni toilette, ni douche. Ils ont rien dans leur appartement, entre guillemets, parce qu'il y en a qui dorment dans 5 mètres carrés, dans des KGB. J'ai vu des reportages des mecs qui dorment dans des caves et tout.
Donc, enfin, des familles carrément. Donc, ouais, non, moi, je peux pas me dire, ouais, me plaindre et me dire, ouais, c'était du mal logement. Mais je connais des gens, ouais, qui dorment dans des hôtels ou quoi, tu vois. Et qui ont pas d'appartement, qui dorment dans des hôtels, qui payent leur chambre d'hôtel tous les jours et qui n'arrivent pas à trouver d'appartement, tu vois. En gros, même quand tu étais jeune, même si tu pouvais vivre à plusieurs, je sais pas, avec tes frères et sœurs, tu te disais, il y a pire que moi, quoi. Ouais, il y a pire. Ouais. Il y a pire. Tu vois, dans le sens où pour moi, je manquais de rien, je mangeais, tu vois. C'était un peu chaud. juste niveau place. Mais voilà, il faisait chaud dans mon appartement. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait le chauffage, il y avait l'eau, il y avait l'électricité, il y avait tout. Donc c'était juste que voilà, parfois tu aurais voulu avoir, tu sais, tu regardes des séries à la télé, tu te dis ouais, voilà, ils ont chacun leur chambre, tac, ça monte, il y a un escalier, tu vois ce que je veux dire? C'est les bails, tu vois, t'es petit, tu te dis ouais, ah putain, j'aurais kiffé avoir un escalier, tu vois, un petit duplex, tout ça, un truc bien, tu vois. Ouais. Et chacun sa chambre et tout, tu vois. Ouais. Mais après, c'est pas du mal logement, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, vraiment, c'est dur, tu vois. C'est dur. Et même quand tu grandis, après, tu te rends compte que, ouais, au final, tu vois, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un appartement, etc. Au jour d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, pardon, tu dois te mettre sur des listes pour avoir un logement, tu vois. Ouais. Donc, c'est compliqué. On a l'impression que le logement, c'est une affaire individuelle. Et donc, les gens qui sont dans la galère, sans être forcément sans domicile fixe, ils se disent, bah déjà, moi, je suis mieux que celui qui est dans un logement pourri. Celui qui est dans un logement pourri dit, je suis déjà mieux que celui qui est dans une cabane ou un bidonville. Celui qui est dans une cabane ou un bidonville, il dit, je suis déjà mieux que celui qui est à la rue en permanence, etc. Il y a le sentiment que ce n'est pas un enjeu politique. Or, c'est faux. C'est faux. Si le gouvernement voulait bien encadrer les loyers, comme on l'appelle de nos voeux et comme c'était prévu dans la loi, ça ferait baisser les loyers. Si on voulait bien jouer sur la fiscalité par rapport au prix du logement, je rappelle quand même que les prix de l'immobilier, ils ont doublé en 10 ans. Si on voulait bien mesurer ça, si on voulait bien intervenir là-dessus, donc si on voulait bien un peu encadrer le marché, ça ne veut pas dire tout arrêter l'économie de marché, mais se dire que c'est quand même pas normal qu'il y ait une telle inadéquation, un tel décrochage. On pourrait faire autrement, on pourrait faire une autre politique du logement, on peut faire une autre politique du logement. Et quand on rencontre les jeunes dans les festivals, où on essaie de les sensibiliser, etc., on s'aperçoit que ce n'est pas pour eux évident. Ils se disent, voilà, il faut que je me débrouille, donc colocation, je galère, je bricole, etc. Et donc il faut en faire une question politique. C'est une question politique. Il va falloir vraiment qu'on comprenne une chose. On vit dans un pays riche. C'est un facteur important. Tout le monde peut avoir accès à la propriété. Il ne s'agit pas de céder sa place. Il s'agit que tout le monde ait sa place. Je l'ai vu, je rencontre des hommes politiques, je rencontre des fondations. Je sais ce qui se passe maintenant dans d'autres sphères que dans celle des quartiers. Il y a vraiment moyen aujourd'hui de rendre service à tout le monde. C'est un manque de volonté finalement. C'est un manque de... Écoute, j'ai pas envie d'être manichéen, moi je crois en la politique. J'ai pas envie de te dire ça passe pas par là, ça passe que par la politique. On n'a pas d'autre alternative pour l'instant. Si tu trouves une autre solution, j'y adhère tout de suite, frérot, tu vois. La politique est l'outil pour qu'on puisse vivre les uns avec les autres en bonne intelligence. Donc ouais, évidemment, je pense qu'il y a des endroits où il y a beaucoup trop d'argent, il y a des endroits où il n'y a pas du tout d'argent. Il y a des endroits où il y a beaucoup trop de considération, il y a des endroits où il n'y a pas de considération. Faudrait plus équilibrer les choses. Ben, c'est la bagarre depuis le début de l'humanité. Et puis la fondation, c'est ce qui continue à relier comme baston. L'égalité, évidemment. Et t'es resté dans la rue combien de temps à peu près? Je suis pas vraiment resté dans la rue parce que j'ai toujours trouvé plus ou moins des solutions, des foyers, par le 115, je trouvais des endroits pour dormir, ou ça m'arrivait aussi de pas dormir du tout de la nuit, puisque quand on est dehors, toute la nuit, ça dépend dans quel endroit aussi. Il faut mieux pas dormir, sinon on va se faire... voilà. Donc, mais moi ça va, j'ai pas trop connu dehors, quoi. Un petit peu, mais pas trop. Mais comment tu subvenais à tes besoins en fait finalement? Est-ce que tu es passé par des vols ou je sais pas, des vols à l'étalage, etc. Par nécessité surtout? Par des vols, par des braquages. Vols, non, pas tout à fait des vols. Juste, je mangeais dans les magasins. Ouais. Et j'ai fait un braquage. Et sinon, j'ai grandi dans la logique, je dis rien, j'attends
d'être sous terre, quoi, pour là me réveiller. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai toujours des séquelles. Je pense que ça se comprend, je pense, à mon langage et à mon expression du visage. Je suis fatigué, oui. La rue m'a bien fatigué. La rue, je parle de la rue, la vie, quoi. La vie m'a bien fatigué. Même si j'ai que 30 ans. Bon, je parle de ma situation. J'ai un trou de mémoire là. J'ai un suivi médical depuis l'âge de 2 ans. Depuis que j'ai 2 ans. Et donc oui, aujourd'hui c'est dur, oui. Aujourd'hui à 30 ans c'est dur, ça fait, on va dire, plus d'1 an que je stagne un peu en bas, quoi. Psychologiquement c'est très dur. Là je sors d'une hospitalisation. Juste la semaine dernière. Donc là j'en sors là. Et j'ai du mal à refaire surface. Parce qu'ils assemblent bien, quoi. Médicamenteux. Une hospitalisation dans un centre spécial ou à l'hôpital psychiatrique, carrément. À Sainte-Anne. Voilà. Et on n'y sort pas indemne, même si on reste qu'une semaine. Il y a toujours des traces administrativement. Et pour moi, dans mon expérience aussi. Voilà. Et même, je me rappelle de ça il y a 10 ans aussi. J'étais violent et ils m'ont enfermé d'office. Pendant 3 mois, c'est l'État, je ne sais pas trop qui, que là, c'est eux, ils m'ont interné en clinique psychiatrique. Mais là, c'est 2 mois même, cette semaine-là. La semaine dernière, c'est 2 mois même que je suis allé. T'en avais besoin, en fait. Ouais, j'en avais besoin. Je sentais que j'étais au plus bas. Donc là, j'ai eu la force d'appeler le SAMU et voilà, de faire la démarche d'une aide, quoi. Et professionnellement, est-ce que tu as réussi à t'insérer sur le marché du travail ou pas? Pas du tout. Le contraire. Plus les années passent, plus je m'écarte de l'emploi, tout simplement. On m'a parlé travailler dans un milieu protégé. Parce qu'on ne trouve pas de solution. Je suis vraiment écarté de l'emploi. Je suis trop écarté de l'emploi, quoi, pour en trouver un du jour au lendemain comme ça. Non, voilà. Et comment t'expliques que tu n'arrives pas à trouver, quand tu dis écarté, c'est-à-dire en termes de compétences, éloigné. En termes de mental? C'est-à-dire que tu n'as pas deux, forcément la stabilité mentale pour pouvoir travailler, c'est ça? Pour pouvoir tenir tous les jours un rythme, travail, quoi. Voilà, un rythme, et il faut en avoir un costaud, et aujourd'hui c'est dur, ouais. Déjà, même que je travaille pas, je me sens fatigué. Je fais un truc, donc j'ai plus du tout de rythme, quoi. Et qu'est-ce qui te manquerait, toi? Qu'est-ce qu'il te faudrait plutôt? D'être aidé plus sociablement. Oui. C'est-à-dire qu'au niveau du logement, tu as la pension de famille, voilà. Mais socialement, t'as pas forcément de contact avec l'extérieur? Non, j'ai pas du tout de contact même. Comme je vous disais, j'ai un ami. Et voilà, je compte sur la main. Un ami qui a toujours été là, plus ou moins, quand j'étais au fond du trou, voilà, ou même quand j'allais bien. Donc ça, c'est un vrai. Et c'est un jeune comme vous, lui il s'en sort, il arrive
Bon, il a eu un peu la vie comme moi, mais pas trop, moi plus. Donc, et lui, il arrive bien, donc justement, il essaie de me motiver, tout ça. Mais il n'y a rien. J'arrive pas. C'est dur. Donc en fait, toi, dans l'idée, c'est pas juste le problème de se loger. Non, c'est un problème social, c'est un problème professionnel. Et c'est maintenant, enfin, t'as plus le problème de logement, mais c'était un problème de logement. Parce que pour trouver un travail, il faut être sociable, plus ou moins. Donc oui, c'est sûr que si on n'est pas trop sociable professionnellement, ça peut pas trop marcher. Ou un petit peu, mais pas en longue durée, quoi. Mais ce problème du mal logement, penses-tu qu'il peut être simplement réglé en construisant d'autres logements? Je m'explique. Récemment, on avait vu Dimitri, un jeune qui était en exclusion sociale. Il vivait dans une pension de famille. Enfin, il vit actuellement dans une pension de famille. Mais il nous dit que certes, il est logé, mais ils ne se sont pas forcément intégrés dans cette société. Parce que socialement, il n'a pas d'amis, il n'a qu'un seul ami. Et professionnellement, il ne peut pas être intégré parce qu'il a une stabilité psychologique qui fait qu'il ne peut pas être employable. La semaine dernière, il était interné à Sainte-Anne. Donc logiquement, même s'il est logé, ça ne lui suffit pas en fait. Même socialement, il est exclu. Professionnellement, il n'est pas sur le marché de l'emploi. Est-ce que c'est juste un problème de logement? Comme tu disais précédemment, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Non, ce n'est pas juste un problème de logement. Mais c'est, pour une large part, un problème de logement, un problème d'emploi, le phénomène des travailleurs pauvres, qui s'est ajouté aussi. Je bosse, mais je suis pauvre. Je bosse, mais je suis mal logé. Et c'est un problème de place que l'on veut bien faire aux plus fragiles dans notre société. Si on prend cet exemple que tu soulignes là, la pension de famille est la bonne réponse. Parce qu'il a son logement autonome et il peut quand même bénéficier d'un peu d'accompagnement, de présence, de rencontres avec d'autres. Donc, contrer le risque d'isolement. Oui, il faut plus de logements parce que c'est ce qui fait que les prix sont hauts, c'est ce qui fait qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas la capacité d'apporter les garants, d'avoir toutes les cautions que demandent les propriétaires, et ben ça, il faut qu'on y réponde par le logement. Oui, la question de l'emploi et de l'emploi précaire est posée. Mais effectivement, si maintenant on se pose la question de toutes les fragilités qu'il y a dans notre pays, c'est la question de l'accompagnement social. C'est la question d'accompagner les personnes avec du logement adapté, accompagné. Il y a des formules, comme la pension de famille. C'est la question d'avoir des gens qui vont pouvoir aider à passer un cap. Ça ne veut pas dire être tout de suite sur le marché de l'emploi, confronté à plein de jeunes loups qui sont dynamiques et puis qui ont envie d'en découdre, etc. Mais il y a des dispositifs qui sont adaptés aussi pour ça, pour reprendre progressivement pied par la santé, par l'emploi, etc. Donc ça veut dire aussi nos dispositifs sociaux de protection, d'accompagnement social qui sont posés. Mais parfois, c'est soit l'un, soit l'autre, soit c'est le cumul de ces problèmes, emploi, logement et réponse sociale. Je prends l'exemple des quartiers populaires. Beaucoup sont des logements de bonne qualité. Mais la mise à l'écart, parce que j'habite ici, à Gennevilliers, parce que j'habite ici à Clichy-Montfermeil, parce que j'habite au Haut-du-Lièvre à Nancy, parce que j'habite dans les quartiers nord à Marseille, tout de suite, je ne suis pas mal logé au sens, je n'ai pas un bon logement, mais je suis mis à l'écart de la population. Et puis déjà, mon adresse va être, j'allais dire, discriminante par rapport à l'accès à l'emploi. Donc, bien sûr qu'au fond, c'est la question sociale qui est posée, c'est la question du vivre ensemble qui est posée, c'est la question de la ville, c'est la question de la place à la diversité, c'est tout ça à la fois. Mais quand même, on voit que, si je me place du point de vue maintenant des non-logés ou des mal-logés, c'est difficile de trouver sa place dans la société si tu n'as pas un logement. Et c'est pour ça que l'abbé Pierre aussi en a fait un combat majeur, en disant, bien sûr que loger n'est pas gagné, loger ne suffit pas, c'est ce que tu as dit. Mais alors, c'est sûr que sans logement, on ne s'en sort pas. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on pense que vu que c'est l'abbé Pierre et que c'était un chrétien, qu'il n'était là pour s'occuper que des chrétiens. Et l'abbé Pierre, il faisait pas de distinction. Il n'y avait pas de je vais aider que les chrétiens ou je vais aider que les trucs ou que les blancs ou que les français ou que les trucs. Il aidait les gens dans la misère. Peu importe qui tu es, d'où tu viennes. Et il s'occupait de ces gens-là. On nous a dit que tu étais fan de rap aussi. Je suis fan de rap, j'écoute depuis que je suis petit. T'écoutes qui comme rappeur? J'ai écouté NTM, comme tout le monde, je pense, tous les jeunes.
J'écoute Booba, j'écoute La Crime, j'écoute un peu tout en fait. Mais bon, c'est moi, le rappeur qui me parle le plus, c'est Booba, ça c'est sûr. Parce que ses paroles, il a beaucoup de paroles que moi ça me parle dans ma vie. Donc voilà. Donc c'est lui le premier. Et sinon, j'écoute tous. Hein. Non, j'allais dire Karim. Rimka, Kamel l'Ancien, je les écoute tous. Hein. J'ai pas trop de... Voilà, Et qu'est-ce que tu apprécies dans les paroles des rappeurs? Ils disent la vérité. Ils disent la vérité. D'où les jeunes viennent, dans quelle galère où on est. Et donc ils essayent de faire passer des mouvements, je pense, des compréhensions que d'autres ne comprennent pas. Mais peut-être à force de les refaire comprendre, peut-être qu'ils comprendront un jour. Mais en tout cas, ils disent la vérité. Plus ou moins quel rappeur, mais voilà. Tu penses que les artistes ont un grand rôle à jouer dans ce type de situation, peuvent influencer la jeunesse? Je pense qu'ils peuvent influencer la jeunesse parce qu'aujourd'hui, on est écouté sur plusieurs radios, sur plusieurs plateaux télé. Il y a des personnes qui écoutent la radio, plusieurs personnes, des milliers de personnes, des personnes qui regardent la télévision. Donc, bien sûr. Et au-delà de ça, quand on écrit, c'est des thèmes qu'on peut aborder. Et voilà, ça peut juste soutenir une personne en écoutant un morceau. On peut vite se sentir soutenu, quoi. Et comment intervient la musique dans ta vie? Ça te motive? C'est un divertissement pour toi? C'est plus qu'un divertissement parce que ça me motive, ouais. Quand j'ai la musique, je me sens bien. À 100%, je me sens bien. Ça m'aide pas à m'en sortir moi, mais ça m'aide à rester là, quoi. Donc oui, ça me motive. Et si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui peuvent être dans ta situation, de mal logement ou de problèmes sociaux ou demandez de problèmes professionnels? Partout où vous allez, demandez de l'aide. Faut pas rester dans le silence. Le silence tue. Et voilà. Je chante ma réussite comme un rappeur. Un rappel pour montrer au petit patel que c'est possible. Étudiant, écrivain, rappeur, moi